OK, mais bonjour, mon nom est Jean-Marc Mangin, je suis le président de FPC, Hey PFC. everybody, my name is Jean-Marc Mangin. I am FPC's president. Bienvenue à cette dernière séance de notre forum, de ce panel. Nous allons faire une séance un peu séparée, différente. Cette fois-ci, nos conversations seront un peu plus bilingues. Donc, si vous avez de la difficulté avec de l'anglais ou avec le français, n'oubliez pas de sélectionner votre langue de préférence dans l'option d'interprétation au bas de l'écran. Mais on va le faire par bloc pour que ce soit plus facile pour nos traducteurs aujourd'hui. Donc, I'll encourage you to. Je vais vous encourager. C'est notre dernière séance. Il est 5 heures jeudi soir. Nous avons presque terminé, mais restez alerte néanmoins parce que nous aurons une conférence. Nous avons un petit sac surprise à la fin de cette conférence et je vais vous en parler davantage à la fin de cette séance. Et pendant que nous parlons, je vais vous inviter à remplir le questionnaire qu'on va vous envoyer pour ce premier forum, ce premier sommet virtuel. Peut-être devrons-nous même le faire l'année prochaine aussi. Donc, profitons de l'occasion pour apprendre comment créer des événements participatoires et intéressants. J'aimerais commencer par reconnaître les territoires sur lesquels nous nous tenons. L'année 2020 a été toute une année partout sur la planète, mais particulièrement pour les membres des communautés autochtones à travers le continent. Nous aurons une séance mercredi le 2 décembre où nous parlerons de l'expérience de Indigenous Resilience Fund et nous vous encourageons à y participer. Et en attendant, rappelons-nous simplement de où nous sommes ici et maintenant. Nous aimerions reconnaître les nombreux territoires de l'île de la Tortue sur laquelle nous habitons. Ces territoires appartiennent à de nombreux peuples autochtones qui habitent ici depuis des dizaines de milliers d'années et qui habitent toujours ici en tant que descendants, colons et immigrants. Et en tant que visiteurs sur ces territoires, nous honorons et respectons les nombreux peuples autochtones de cette terre et nous espérons pour un avenir plus juste ensemble. Merci. Aujourd'hui, nous avons un super panel. Nous avons ce que j'appelle deux superstars de la recherche sur la philanthropie avec nous, Jean-Marc Fontaine et Suzanne Phillips. Et nous avons un membre du comité directeur de PFC qui nous amènera une perspective un peu plus pragmatique de ce que nous avons appris au cours des 3 dernières journées. I'm switching into French before I intended to. Et voilà, je change au français avant d'avoir eu le temps d'y penser. Je vais commencer avec Suzanne. Une première question à propos de cette année. Vous nous avez donné ce sondage des informations clés à travers le pays. Quels sont, selon vous, les changements les plus profonds et significatifs qui se déroulent en ce moment? Merci, Jean-Marc. Ma recherche ici à l'Université Carleton, nous travaillons avec de nombreuses fondations pour réfléchir à l'évolution de la réaction au cours de la période de temps. Et je crois que nous voyons des tendances claires. Premièrement, la réponse était tellement rapide et si positive en termes de notre capacité d'adaptation à ces changements dramatiques, le rythme de ces changements, mais notre capacité d'octroyer ces fonds plus rapidement, de façon plus flexible, en ayant des processus de demande plus simples. Tout ça pourrait se faire différemment et il y a vraiment un avantage à prendre ce risque. Ensuite, les fondations ont vraiment collaboré de plus belle, souvent entre elles, mais aussi avec des organismes de bienfaisance et des organismes communautaires et à un degré moindre avec des organismes gouvernementaux également.
Les membres du conseil de direction qui ont été activement impliqués socialement avant le sont d'autant plus maintenant. Ceux et celles qui n'étaient pas tant impliqués socialement avant n'ont pas tant changé leur attitude. Donc, cet aspect-là de la relation est devenu d'autant plus importante. Les fondations se sont rendues compte que lorsqu'elles étaient impliquées dans les communautés et qu'elles connaissaient bien les membres de celles-ci étaient en situation d'avantage dans la période de crise parce que elles avaient déjà pris le bon rôle dans leur approche philanthropique et avaient évité de reproduire ce que les autres faisaient parce que nous avons souvent tendance à répliquer notre approche de fournisseurs de services. Je crois que nous avons besoin de meilleures données sur le secteur et il y a un intérêt depuis longtemps à examiner comment les fondations soutiennent les luttes pour la justice raciale. Nous avons vu au mois de juillet les fondations s'impliquer dans les mouvements de proteste, de manifestations pour une meilleure justice raciale et nous sommes intéressés dans les changements sociaux. Et donc, ces adaptations rapides et cet intérêt à se projeter vers l'avenir et cette volonté de travailler de façon collaborative, ce sont vraiment des éléments importants. Bon, il a des moins bons points, mais nous y reviendrons, je crois, nous aurons l'occasion de le faire. Merci, Suzanne. Jean-Marc. Qui sont reliés à différentes composantes de la crise. Qu'est-ce qui est ressorti de ces études en termes de changement dans la pratique de la philanthropie canadienne? Alors, si on regarde le travail que l'on a fait, qui était autour d'études de cas qui ont été réalisées, 6 sont complétées et une 7e est en cours d'être finalisée. Donc, c'était essentiellement des études de cas qui permettaient de voir comment des fondations se sont adaptées, comme par exemple la Fondation Lawson, ou alors comment des projets comme le Fonds de résilience des peuples autochtones a été mis sur pied, mais aussi des situations directes de réponse à l'urgence sur Montréal, par exemple avec Centraide, les différents fonds d'urgence, et aussi le projet de consortium autour de COVID Québec. Donc, ce qu'on a pu observer, comme le disait Suzanne, c'est qu'il y a eu effectivement rapidité de réponse, contrairement à la crise de 2007-2008, où là, on a plus eu un réflexe d'escargot de la part des fondations. Là, c'était beaucoup plus radical parce que la crise elle-même imposait cela. Et il y avait donc une mobilisation de tous les acteurs et les acteurs philanthropiques ont répondu. Ce qu'on a vu, c'était des capacités d'innovation intéressantes, comme par exemple l'accélération autour d'outils qui ont été utilisés. Je pense par exemple à l'outil 211 ou alors le radar sur Montréal, mais aussi le développement de plans locaux d'urgence pour pouvoir aider les organisations communautaires à mieux s'adapter en réponse à la pandémie. Ce qu'on a vu aussi, c'était des appels. Ça nous a peut-être un peu surpris de revoir rebondir des débats qui étaient là avant la pandémie autour du rôle et de la fonction de la philanthropie, avec par exemple le Pledge 5, donc l'appel à augmenter le quota de déboursement des fondations de 3,5 à 5 %. Donc ça, c'était quelque chose d'intéressant et même il y a eu un appel à aller au-delà de cela. Et aussi la question de qu'est-ce qui se passe avec l'autre 95 % de la dotation, là, donc de l'investissement social. Donc, on a été aussi surpris de voir que dans cette période de pandémie, d'urgence, il y avait aussi des débats de fond qui refaisaient surface. Donc, il n'y a pas seulement une adaptation en termes technologiques, le télétravail, des prises de décision beaucoup plus rapides, beaucoup plus flexibles, de reddition de comptes aussi moins lourdes, mais aussi d'un retour sur des réflexions plus profondes autour de c'est quoi le rôle et la place de la philanthropie, surtout dans des secteurs ou des causes où le principal interlocuteur, c'est l'État. On l'a vu particulièrement à Montréal avec la première vague, où il y a eu des grandes questions sur les territoires où il y avait des populations pauvres qui étaient affectées par la pandémie. Et là, le besoin d'intervenir de façon plus musclée sur ces territoires parce que l'État était un peu en déficit d'intervention. Donc là, il y a eu des apprentissages très intéressants. Merci beaucoup, Jean-Marc. So, it seems from the evidence that yes. On dirait donc, selon les évidences, que oui, les fondations se sont mobilisées cette fois-ci et j'aimerais y revenir, mais ça pose la question de qu'est-ce que ça veut dire à propos de notre future approche et quels sont peut-être nos angles morts dans le secteur. Mais avant de s'y attarder, j'aimerais ramener Justin dans la conversation.
Justin, ça fait maintenant 3 jours que nous parlons ensemble à propos d'antirisme, d'enjeux reliés au climat, des questions reliées au secteur de la philanthropie. Quelles sont les grandes lignes de ce que vous avez retenu de ces conversations? Oui, merci, Jean-Marc. Déjà, je vous appelle d'un lieu de vacances. Donc, je me fie sur les notes prises par de nombreuses personnes fantastiques qui ont pris la peine de me partager leurs notes. Je vais essayer de vous partager mes réflexions quant à ce que j'ai compris de leurs notes. J'ai catégorisé mes idées en 3 grandes énoncés ou 3 grandes catégories, pas nécessairement à propos des 3 derniers jours, mais plus étant dans l'esprit des vacances, j'ai décidé de sortir des éléments peut-être un peu plus controversés. Premièrement, recentrons l'équité maintenant. Vous l'avez entendu, vous en avez été témoin, vous avez sûrement sorti une déclaration qui en parlait. Maintenant, c'est le temps de faire quelque chose et il n'y a plus d'excuses. Ça, c'est la première chose que je dirais. Première chose, on a parlé de la sénatrice Anne Weber qui nous parlait de réforme des organismes de carité et de meilleure équité dans les formes de gouvernance. Donc, nous voulons vraiment mieux soutenir les mouvements sur le terrain, les mouvements sociaux qui sont menés par les personnes autochtones, les personnes racisées et les autres personnes marginalisées afin que ces sous, en fait, parviennent directement à nos communautés, finalement. Et nous avons aussi parlé de comment de cette importance de la diversité et de l'inclusion dans la lutte contre le racisme. Mais ce que j'ai retenu de cette conversation qui est si cruciale, c'est ce dialogue autour des relations de pouvoir et l'intention qui est nécessaire pour pouvoir vraiment confronter cela et créer de nouveaux systèmes qui sont plus équitables. Et deuxième journée, pour moi, ce que j'ai retenu, ce qui m'a frappé autour du changement climatique, c'est que nous avons toujours besoin d'actions immédiates. Oui, on est dans une période de souffrance, ça va très mal, mais il faut toujours agir. Nous savons que le changement climatique n'agit pas dans un vase clos, c'est quelque chose qui est interlié à tous les phénomènes sur la planète et ça demande que nous recentrons directement les voix de ceux et celles qui sont les plus opprimés par ces phénomènes. Au cours des notes que j'ai vues, je crois que nous avons entendu de nombreux appels à l'appel, mais la philanthropie doit briser ses frontières, ses silos et vraiment prendre des risques pour s'investir davantage avec plus d'intention dans les politiques et dans les domaines de la recherche qui permettent vraiment de consacrer notre pleine capacité financière à allier nos moyens aux réelles luttes sociales et environnementales de notre époque. Et voilà donc mes grandes idées. Et donc, ces questions autour du capital social, je trouve, nécessitent que nous venions vraiment toucher à ces points centraux et sensibles de l'action philanthropique. Enfin, pour terminer, rebâtissons ce nouveau meilleur monde, faisons-le une fois pour toutes. C'est tout à fait nécessaire, nous l'avons observé, nous avons bien sûr besoin de balancer les rapports de pouvoir et la façon dont les crises affectent les différentes communautés de diverses façons à travers le monde, mais nous avons réfléchir de façon stratégique à cette transition. Nous ne pouvons pas faire ces choses de façon séparée, tout est interrelié, donc il faut le faire à la fois. Quand on dit que nous devons briser cette mentalité en silo et penser en termes de partenariat, autant en s'ancrant dans des pratiques de confiance et de réciprocité. Nous devons apporter de l'intentionnalité à propos des voix que nous incluons dans nos conversations, que ce soit dans les communautés noires, autochtones, des personnes qui sont en situation de handicap. Il y a des gens qui cognent à nos portes depuis des années, des générations, et peut-être étions-nous trop distraits pour y prêter l'attention nécessaire, mais nous devons maintenant réaligner le tir. Et enfin, maintenant, je voudrais remercier Chris et Shireen de ce cercle. Moi, ce que j'ai retenu de cette conversation, c'est la façon dont nous pouvons prêcher par l'exemple. Nous avons des façons vraiment différentes d'approcher ça et je crois que c'est représentatif de toutes les façons dont nous pouvons servir d'exemple. Enfin, embrassons le malaise et essayons des nouvelles choses, quoi. Merci, Justin. C'est une excellente façon de commencer cette conversation et cet appel à se mettre à l'aise avec l'inconfort, autant au niveau collectif qu'individuel.
Maintenant, Suzanne, vous venez d'écrire un blog à propos du fait que oui, la philanthropie agit davantage, mais nous faisons toujours face à ces problèmes phénoménaux. Est-ce que, selon vous, nous avançons sur ces enjeux autour du pouvoir, de la gouvernance, de notre capacité d'intégrer une plus grande diversité de voix dans nos processus décisionnels et d'investissement social? Oui, je crois que nous avons bien démontré que quelque chose a changé cette année, mais est-ce que c'est suffisant? Je crois qu'il faut reconnaître que ce dont nous avons besoin pour arriver à cette phase de reconstruction et de réinvention sera différent que ce que nous avons eu besoin pour sortir du moment de crise où les fondations ont effectivement réagi. Oui, nous avons réagi différemment en termes de flexibilité, mais ça n'a pas nécessairement financé d'autres causes de façon dramatiquement différente. Principalement parce que nous étions concentrés dans le secteur de la santé, ce qui était évidemment le secteur urgent du moment. Mais les retombées des prochaines années vont avoir besoin de plus de collaboration, de données et de stratégies inclusives. Nous devrions peut-être développer de nouveaux outils, de nouvelles compétences dans les fondations qui impliqueront peut-être de nouvelles formes de professionnalisation et une meilleure implication dans les politiques publiques. Aussi merveilleuse la philanthropie est-elle et toutes les choses magnifiques qu'elle peut apporter à l'innovation, elle doit toujours s'engager dans sa relation avec le gouvernement et s'imposer en tant que grand joueur, mais également dans le secteur privé. Je crois que la philanthropie fait l'objet de beaucoup de minutie et de scrupules de la part de la communauté au cours des dernières années. Et je reconnais certainement que la philanthropie canadienne est différente que les États-Unis. Mais nous devons toujours penser à comment nous interagissons à ce moment critique parce que ce serait vraiment important pour des enjeux de crédibilité à l'avenir. Et c'est vraiment une belle occasion de profiter de la mobilisation de la communauté que nous avons vu se dérouler autour de ces nouveaux phénomènes afin d'être inspirés pour innover de nouvelles façons, d'innover dans les prochaines étapes de manière différente que ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Et Jean-Marc, pour poursuivre le point de Susan, de ne pas gaspiller une crise. C'est une crise énorme, la pandémie, la récession économique, la crise de l'antiracisme qu'on a tous vécu, qu'on continue de vivre. Quelle question que cela te pose en termes du positionnement de la philanthropie canadienne, où tu vois des signes d'espoir, mais aussi des ondes d'ombre? Voilà. Je pense que la situation actuelle avec la COVID est un excellent terrain de pratique. Ça nous a effectivement montré, comme Suzanne l'a bien dit, que le secteur est capable de s'adapter, il a de la flexibilité et il a su réagir. Maintenant, ce que l'on voit aussi à travers les études de cas, c'est que ce n'est pas nécessairement des changements en profondeur, c'est-à-dire on s'est adapté en surface, mais on n'a pas fait les transformations systémiques au niveau des organisations. Et c'est là que je pense qu'il va falloir travailler. Il y a 3 scénarios. Un scénario, c'est qu'il y a des organisations qui font comme si de rien n'était. On a eu la COVID, on s'est un peu adapté, on a fait du télétravail, un peu plus d'argent, un peu plus de souplesse. Quand la crise sera finie, on va garder le télétravail, on va garder l'informatisation des processus, mais dans le fond, on ne bougera pas au niveau des causes, on ne bougera pas au niveau des grandes questions sur l'inclusion, la diversité, etc., ni sur les enjeux climatiques. Donc, dans ce premier scénario, c'est un peu, on revient un peu à la normale une fois que la COVID sera passée. Il y a un deuxième scénario qui se présente, qui est là des changements plus en profondeur parce que les apprentissages, on les fait remonter au niveau des conseils d'administration. Suzanne a bien mentionné qu'il y a déjà eu un travail qui s'est fait de mobilisation au niveau des conseils, mais là, ce travail-là, il va être axé sur la réflexivité. Qu'est-ce qu'on a appris
comment est-ce que les changements sont requis, quelles sont les zones d'ombre, quelles sont les populations, comment on fait pour rejoindre les populations marginalisées et surtout s'adresser à la question de l'enjeu climatique. Et enfin, comment on sort d'un certain nombrilisme des organisations, chacun avec sa petite mission, ses petits objectifs, sa petite dotation, et on travaille en vase clos alors qu'on a besoin d'une collaboration et d'une mutualisation accentuée entre fondations, mais aussi avec les mouvements sociaux et les autres acteurs, y compris le secteur privé, qui reste extrêmement important à mobiliser. Donc, il y a un deuxième scénario qui va s'attaquer à cet enjeu-là autour des grands acteurs en se disant, bien, comment est-ce qu'on peut aller plus en profondeur dans des changements systémiques. Il y a un troisième scénario qui est à l'horizon, qui se dessine. Il y a énormément de conversations qui se font autour de ce scénario-là, y compris dans le secteur philanthropique. C'est la grande question de la transition sociale et écologique, de se dire comment est-ce on peut s'attaquer à des changements systémiques en profondeur. Et le premier changement systémique en profondeur à faire, c'est au niveau philanthropique, de pouvoir se doter d'une vision claire, d'une mission qui est partagée par l'ensemble du secteur, avec une espèce d'espoir, un récit, un narratif qui va nous montrer une utopie qui soit réaliste et qui va être travaillée conjointement avec d'autres acteurs. Et ce que je vois très bien, ce serait la mise sur pied d'états généraux sur la philanthropie qui pourrait regrouper l'ensemble des acteurs qui sont concernés par la philanthropie, qui se rattachent à l'État, à la société civile, aux entreprises et au secteur comme tel, pour pouvoir définir le champ d'action et les choses qui sont considérées comme qu'est-ce qui est acceptable, hein, la solidarité, l'égalité, etc., la démocratie, l'écologie, et surtout qu'est-ce qui est inacceptable. On ne veut plus de racisme, de sexisme, d'extractivisme, de colonialisme. Donc, on ne veut plus ces éléments qui sont les moteurs, si on veut, des maux sociaux auxquels on est confronté présentement. Alors donc, ces trois scénarios-là, c'est dans le champ des possibles. Mais pour pouvoir les travailler comme il faut, bien, il va falloir qu'il y ait une réflexion en profondeur à l'intérieur du secteur, soit qu'ils se disent la crise est passée, tout est beau maintenant, ça retourne à la normale, ce que je n'espère pas. Le deuxième scénario est beaucoup plus intéressant, moins dur en profondeur. Et le troisième, bien là, c'est vraiment une mobilisation avec l'ensemble des autres acteurs sociaux. Justin, Jean-Marc just laid out three possible scenarios for Kenyan philanthropy. Merci, Jean-Marc vient de nous présenter les trois scénarios pour s'impliquer dans la philanthropie. Si vous êtes jeune, vous venez de vous impliquer dans le secteur de la philanthropie, quelle est votre perspective sur ces scénarios? Oui, Jean-Marc, j'ai vraiment apprécié ce scénario que vous avez expliqué. Je réfléchis beaucoup aux choses en termes de ce qui nous attend à l'avenir. Je crois que d'abord, pour moi, l'importance que ça reflète, c'est de réfléchir au fait que n'oublions pas que la société dans son ensemble a traversé des profonds changements et alors que nous continuons de construire l'avenir que nous espérons voir advenir, nous devons être intentionnellement concentrés sur les voies qu'on choisit de centrer dans les récits qu'on crée. Donc, en tant que jeune personne métis des prairies, ayant observé mes aînés être les leaders dans les derniers siècles sur ces terres, c'est eux qui ont décidé la ligne à prendre et je crois que nous devons être très critiques et réfléchis par rapport aux voies que nous tentons d'élever et celles que nous voulons centrer dans nos actions. Et pour moi, ça revient toujours aux jeunes. Moi, je suis toujours en admiration devant l'acharnement de leurs exigences d'un meilleur monde. Et ça me rappelle toujours des aînés qui viennent avant nous, qui sont venus avant nous et qui ont vu les cycles, qui ont pu observer les transformations profondes de différentes manières dans leur propre vie. Et elles ont appris des leçons qui sont toujours à même de nous transmettre aujourd'hui. Et en tant que jeunes qui tentons d'avoir une influence politique ou sociale pour créer le futur, je crois que nous devons avoir cette intention d'écouter nos aînés pour réfléchir à l'avenir mieux. Je me suis souvent sentie très optimiste au cours des 6 derniers mois, dans le sens où de voir cette ouverture du milieu philanthropique, de travailler sur soi et d'être différent. Je l'ai entendu
de part et d'autre et je l'ai vu en action. Et je crois que c'est merveilleux et c'est important, le travail de Suzanne et de Jean-Marc et de nombreuses autres personnes. Cet aspect de partage d'expérience, ça demande comment pouvons-nous capturer cette nouvelle époque et dire les récits positifs de ce qui se passe. Et, donc, de voir que ça se passe, c'est très touchant et important. Comme disait Jean-Marc, le statu quo peut être plutôt flexible et s'adapter dans le sens où il veut toujours revenir à l'état d'avant. Donc, si nous continuons de pousser pour le changement, nous irons irréversiblement vers l'arrière. Nous reviendrons en arrière. Donc, j'espère vraiment que cette fois, nous arriverons à quelque chose de différent. Parce que si nous arrivons à reconnaître les risques qui nous attendent alors que nous construisons ces nouvelles relations avec les membres de la société, et si nous ne le faisons pas comme ça, nous allons nous trouver dans une société qui sera différente de celle dont nous nous attendons. Mais l'avenir sera toujours douloureux pour ceux qui souffrent aujourd'hui pour de nombreux cas. Donc oui, je crois qu'il y a beaucoup de choses à construire et ça revient toujours aux mêmes éléments, l'équité, l'intention, la confiance. Et c'est un sujet de la capacité de la philanthropie à prendre des risques et à reconnaître son rôle dans la société et à savoir où investir ses efforts pour être le plus utile, pas pour ses propres intérêts, mais pour la communauté plus large. Donc, je crois que c'est possible de bouger vers un avenir plus transformatif, plus transformateur, mais ça demande une intention profonde. Et dès que nous baissons la garde, en fait, nous risquons de revenir au statu quo, en fait. Oui, ça me rappelle à la... Avec, ça donne un sens à la fondation. Ça comporte une partie des discussions. On a eu ce panel d'activistes climatistes hier qui ont exprimé très clairement que transformer le futur est possible et étant enraciné dans un travail réel. Stephen Hubert, aujourd'hui, dans la section de questions-réponses sur YouTube, a mentionné le rôle de la philanthropie qui est de rendre le possible visible. Suzanne, tu as mentionné aussi la capacité des fondations de... Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer plus rapidement dans cette direction? Je crois que ce qui pourrait être une barrière, comme on en a parlé, c'est la façon habituelle de faire les choses. Je suis très optimiste à propos du potentiel de changement. Je vois la jeunesse qui vient dans la maîtrise et ce sont des porteurs de changement. Ils ne vont pas se satisfaire du statu quo. Ils ont la motivation et la capacité de faire ce changement. Mais ce que je veux souligner, c'est que nous avons ce moment et on ne peut pas le rater. Parce que tout fluctue, nos modèles, notre environnement. Et si c'est perdu, ça va être perdu pour un long temps. À un point où nos communautés qui sont les plus vulnérables, le changement des systèmes et tout ça, nous devons comprendre comment apporter le changement de la bonne façon. Et ce n'est pas une fenêtre qui sera ouverte très longtemps. Nous avons une très courte période et nous devons mobiliser toute notre attention, nos motivations, nos partenaires, nos données, l'information et réellement être motivés dans la façon dont nous saisissons ce moment. Tu as lancé cette idée d'états généraux sur la philanthropie. Ça, c'est un concept bien québécois qui remonte aux années 60-70. Comment tu envisages possiblement cet exercice dans le contexte actuel? Est-ce que c'est quelque chose dont tu penses qu'il y a un appétit réel dans la communauté pour faire cet exercice? Et à quoi ça ressemble-t-il cet exercice?
Je pense que l'exercice est extrêmement important parce qu'on a présentement une absence de leadership que j'appellerais progressiste et transformatif. L'État ne peut pas jouer ce rôle-là, il est comme pris. Le marché, bon, ce n'est pas dans ses priorités. La société civile, c'est l'endroit clé pour pouvoir développer une réflexion. Maintenant, au sein de la société civile, il y a un manque de leadership parce qu'on est cloisonné dans des secteurs. La grande chance du secteur philanthropique et des fondations, c'est d'être un peu, de par l'autonomie, entre autres financière, de pouvoir avoir une marge de manœuvre. Exactement comme au niveau des intellectuels, on a aussi une marge de manœuvre de pensée et les médias, il y a aussi une marge de manœuvre au niveau des communications. Donc, ces trois secteurs-là peuvent être des secteurs clés pour faciliter la mobilisation des acteurs autour des grands enjeux. Et la volonté de la population, elle est là. Il y a une écoute, il y a un appétit, il y a un désir. Vous savez juste avoir le nombre de manifestes, de propositions qui se font pour une transition. Il y a toutes sortes de noms qui sont utilisés, mais en bout de ligne, tout ce que les gens veulent, c'est de pouvoir avoir un avenir intéressant. Donc, oui. Alors, comment le faire? On le commence à l'intérieur même du secteur philanthropique. Cette réunion, c'est une première étape. Il va y avoir le grand colloque en 2021 et là, il pourrait y avoir effectivement un moment de travail sur cet agenda, à la fois sur le récit et sur l'horizon qu'on aimerait voir se dessiner. Alors, l'horizon, ça nous donnera, si on veut, une perspective et le récit, ça définira les termes, si on veut, sur lesquels on s'entend collectivement sur les choses à faire et à ne pas faire. Et une fois qu'on aura, on n'a pas besoin d'avoir 150 000 demandes ou propositions, parce que quand on résume tout, qu'on distille tout, les gens veulent de l'égalité, veulent être reconnus, veulent avoir de la sécurité, veulent pouvoir vivre leurs différences, veulent pouvoir respecter la tradition, comme Justin l'a mentionné autour des ancêtres, et veulent qu'on puisse être bien avec la terre et avec nous-mêmes. Alors, ces quelques éléments-là, si on est capable d'avoir un consensus autour d'eux, et là, après, c'était avec les mouvements sociaux pour dire comment ça se distille, comment ça s'amène tranquillement dans les milieux de travail, dans les milieux d'enseignement, dans les milieux professionnels pour faire les transformations. Et le laboratoire actuel est très important. Prenez simplement au niveau du Québec. La crise a montré la fragilité au niveau de la sécurité alimentaire. Il y avait des trous dans la chaîne alimentaire. Le gouvernement prend le devant pour pouvoir combler ces trous-là de façon à faire en sorte qu'on soit plus autonome. C'est un bon exemple pour nous montrer comment travailler, c'est-à-dire qu'on identifie les trous et là, on y va de concert avec les acteurs sur le terrain pour pouvoir faire de l'expérimentation. Comme l'a mentionné Suzanne, on a besoin de données, donc on a besoin de plus de confiance, d'un rapport de confiance plus établi entre le monde de la recherche et le monde de la philanthropie, de façon qu'on puisse aussi pouvoir glaner les informations et les faire circuler, les redistribuer. Alors, vous voyez, c'est tout ce montage-là qui m'apparaît intéressant à pouvoir réaliser. Et les États généraux, c'est un peu le mécanisme classique qui est dans l'histoire là, pour pouvoir faire ces grandes messes. Merci. Le concept de grande messe est intéressant. But I'd like to bring it back to what's happening outside of that. J'aimerais aussi rappeler ailleurs que j'aimerais aller au-delà de l'Église de la philanthropie. Nous avons des rapports d'Imagine qui démontrent un 20% de profit naturel qui pourraient fermer leurs portes. Cathy a partagé avec nous, il y a 70% qui ont déjà fermé aux États-Unis. Dans 5 ans, nous aurons peut-être ce désert d'organismes caritatifs, des organismes caritatifs qui vont disparaître. Donc, que pouvons-nous faire? D'un côté pratique, la façon de faire, quoi faire pour éviter cette possibilité. Et nous savons que nous ne pouvons pas remplacer le rôle du gouvernement et de ses OBNL. Quel type de rôle pouvons-nous jouer dans cette crise de façon immédiate? On va passer à Justin et ensuite à Suzanne. Sorry, you cut out there for a second, Jean-Marc. Did you say for me to start? Pardon, je t'ai perdu un instant, Jean-Marc. C'est quelque chose qui me parle énormément. C'est une conversation que j'ai avec plusieurs organismes caritatifs partout au pays. Je crois que pour nous, notre rôle, c'est en ce moment,
we can just sort of, explorer les façons dont nous pouvons soutenir the social infrastructure required les infrastructures sociales qui sont nécessaires aux organismes pour qu'ils puissent rester à flot. Donc, sur le plan de soutien des organismes caritatifs et des mouvements populaires et d'autres organisations, et de transitionner vers un futur qui sont entre leurs mains. Je crois que les fondations ont été assez lentes à répondre à l'appel au niveau de l'équité. Donc, pensant à cela du côté de l'infrastructure pour les communautés, elles n'ont pas, par exemple, l'accès à l'Internet. Comment ont-ils avoir une infrastructure sociale solide? Deux organismes qui, ceux qui ont accès à la technologie pourront répondre mieux aux besoins de leur communauté et cela amène d'autres possibilités pour eux. L'autre élément aussi qu'on a vu, je suis persuadée que Suzanne pourra commenter aussi ou Jean-Marc, on a vu la philanthropie devenir de plus en plus flexible au niveau du financement et de permettre aux organismes de décider comment dépenser ces fonds. Et on a un historique de ça. Ça montre à quel point cette flexibilité est importante pour les organismes caritatifs de continuer à exister. Je crois que pour la philanthropie, de reconnaître ces organismes qui jouent un élément clé dans les communautés en particulier, c'est avec les gens avec qui je travaille, surtout avec les organismes autochtones partout au Canada, les organismes répondant aux besoins des personnes de couleur noire. Plusieurs d'entre elles ont la philanthropie n'a pas vraiment fourni un accès au financement historiquement. Et ces organismes sont plus à risque de devoir mettre clé sous porte. Et on a besoin de financement qui reconnaît les besoins de personnel, de technologie, afin de leur permettre de continuer à exister. Immédiatement, il faut prioriser ça, mais il faut aussi penser au long terme de façon systémique. Suzanne? Ces organismes vont fermer, ils vont être perdus, ils vont perdre du personnel. Et la tâche qui nous attend est énorme. Et il faut réinventer le modèle caritatif. Il faut s'assurer de rémunérer correctement les travailleurs qui sont souvent subventionnés par le gouvernement, mais souvent ce financement ne couvre jamais le coût réel. Nous avons besoin de leadership collectivement. Tous les éléments du secteur qui travaillent ensemble, surtout les parties qui ont été exclues auparavant, surtout la jeunesse. Nous avons besoin de données, de recherche. Nous avons besoin de mieux comprendre les enjeux de la résilience et de la vulnérabilité et ce qui arrive presque en temps réel au niveau du secteur, et c'est qu'il est reconfiguré et les gouvernements doivent être impliqués. Il y a eu une négligence au niveau de la politique dans ce secteur et un manque de compréhension du public. Les gouvernements doivent être partie intégrante de cela. Ce sont des financiers majeurs de services, mais ils doivent réinventer, trouver une nouvelle définition au rôle. Donc, le leadership doit être vraiment intersectionnel à travers tous les secteurs, à mon avis. Je ne peux qu'être d'accord au niveau du plan d'action pour aller de l'avant, ces piliers. Ça a été très bien résumé. On arrive à la fin, donc peut-être qu'on peut faire un dernier tour de table en ce qui concerne les enjeux clés, qu'on a peut-être un peu négligés. Donc, si vous voulez soulever quelque chose auquel il faudrait porter attention, Jean-Marc, si tu veux commencer. Oui, peut-être à la suite de ce que Suzanne a mentionné, lorsqu'on a fait notre dernière étude qui n'est pas complètement terminée avec la Southern Saskatchewan Community Foundation, on a vu qu'il y avait beaucoup de demandes de fonds qui étaient encore non répondues auprès des fondations. Donc, il y avait effectivement le 350 millions du gouvernement fédéral qui a été dispensé, mais les besoins vont beaucoup plus loin que cela. Donc, ce serait extrêmement intéressant et important de voir avec l'Association des fondations communautaires pour voir les demandes qui sont présentement reçues par les fondations communautaires, comment est-ce qu'il pourrait y avoir une mobilisation des fondations privées et publiques pour pouvoir apporter un soutien
à partir des fonds qui sont dans les fondations, mais aussi de faire des pressions auprès des gouvernements provinciaux et fédéraux et territoriaux pour pouvoir venir en aide à ces organisations. Sinon, comme le disait Suzanne, ben là, on va avoir une hécatombe au niveau des organisations sur le terrain. Donc là, il y a une urgence, effectivement, de réponse et l'argent est là. C'est pas, il n'est pas, il n'est pas à trouver. L'argent est à disponibilité. Il s'agit simplement de le faire, de continuer l'exercice qui a été fait à partir du 1er mars, de mettre à disposition et de faire circuler de l'argent, comme nous l'avait très bien montré la Fondation Larson. L'important, c'était d'amener la circulation de capital. Et là, il y a une opportunité de collaboration et de solidarité entre les mouvements philanthropiques. Jean-Marc, maybe I'll follow up with that because we have a question that came up in the chat. Jean-Marc, je vais peut-être compléter avec toi. Il y a une question dans le chat qui est très intéressante. Mais comment un organisme peut-il rester authentique à lui-même, à la mission, tout en essayant de soutenir les gens les plus vulnérables? On conseille nos membres d'être stratégiques, de le faire de façon significative. Et quand le résultat, c'est que le financement est étalé, ça rend les effets et l'incidence d'autant plus difficiles. Tu as travaillé dans de grandes fondations. Donc, comment trouves-tu cela, Justin, au niveau de la stratégie? Je crois que c'est un défi, un très grand défi. Dans le travail que je fais à la Fondation Mastercard, c'est très explicité et intentionnel comme type de travail. C'est très clair pour mon équipe que dans le contexte canadien et surtout aux alentours de la jeunesse autochtone, c'est le concept qui est de mener une bonne vie, et c'est un concept qui est très important pour nous. Et la reconnaissance que dans tout cela, il y a énormément d'intersectionnellement construites identités. Et au niveau du travail des fondations, je crois que c'est aussi, on ne peut pas fermer la porte à d'autres possibilités, d'autres avenues, explorer quel type de collaboration peut être amenée dans ce domaine. Par contre, je dirais, parce que je vois les questions dans les commentaires, je crois que c'est important pour nous, pour ceux qui travaillent en philanthropie, d'être très penseurs et de nous poser les questions difficiles et de créer des relations de confiance où les gens seront à l'aise de nous poser des questions difficiles. Et aussi de reconnaître quelles sont nos propres limites au niveau en tant qu'organisme qui offre du financement. Et aussi se demander pourquoi ces structures sont en place. J'ai été agréablement surpris au début de la pandémie. On disait, bon, qu'est-ce que la philanthropie dit qu'on peut ou ne peut pas faire? Et en fait, les conventions ont été tout simplement jetées par la fenêtre. On s'est donné la permission de nous poser les questions difficiles. Et on s'est posé la question à savoir, est-ce qu'on est à l'aise de se questionner nous-mêmes? Je crois que c'est vraiment très important de se poser ces questions parce qu'on devient tellement ancré dans nos habitudes. On se dit, ah, c'est toujours comme ça qu'on a fait. C'est notre processus, ça c'est notre processus d'application, c'est comme ça qu'on offre le financement, mais rarement on se pose la question quant à savoir pourquoi, et au courant des 10 dernières années même. Merci d'avoir apporté cet aspect. Les 9 derniers mois, la question a été posée à nous-mêmes. Est-ce que tu crois que ces objectifs sont réalistes? Est-ce que ça va mener à un changement significatif? C'est la grande question. Et c'est au leadership des fondations les effets de ne pas le faire. Je ne voudrais pas vivre dans un secteur philanthropique, dans un pays où nous avons le même genre de critique que la philanthropie a expérimenté aux États-Unis. La critique peut être très saine, mais nous devons utiliser notre imagination, penser au pouvoir et apprendre des communautés d'abord. Et maintenant, nous avons la chance de changer toutes ces choses, de changer les façons dont nous faisons les choses et prendre un risque et le faire de façon où nous apprenons des communautés, des données
de l'expérience d'autres qui l'ont fait de façon réussie. Thanks for that. And thanks to Merci beaucoup. Merci à tous les présentateurs pour vos commentaires qu'on a entendus au courant des 3 derniers jours pour avoir démontré ce qu'on doit faire pour aller de l'avant. Ce concept de General State, États généraux, appelé par Jean-Marc, et des autres idées d'expériences vécues apportées par Justin et Susan pour changer la philanthropie. Je voudrais mentionner quelques éléments avant de clore. Premièrement, c'est que le conseil de FPC, le genre d'année qu'on a eu, et de regarder le cadre stratégique, c'est un processus qui n'est pas complété, mais avec un peu de chance, dans les 2 prochaines semaines, nous allons pouvoir se pencher sur ces problématiques. Et c'est une question de s'organiser et de construire autour de la défense et ce cadre et la place de la philanthropie dans toutes ces grandes questions. On parle du soutien de façon plus efficace et de collaboration entre les fondations avec le gouvernement, avec le secteur privé et la société civile dans son ensemble, et d'améliorer la capacité et, au niveau du personnel et au niveau du conseil administratif. Sans oublier les bénévoles, naturellement. Nous allons continuer à produire des rapports COVID que vous avez vus. La relation que nous avons construite avec Jean-Marc et Suzanne va continuer et nous sommes très reconnaissants pour cela. Il va y avoir beaucoup plus de travail en 2021, assurément. J'aimerais inviter tout le monde à remplir le sondage et pendant que vous faites cela, je voudrais dire merci. Merci à nos conférenciers. Merci également. Il y avait une équipe bénévole qui a appuyé ce rassemblement. Il y a une équipe d'interprètes qui ont fait un travail extraordinaire. C'est la première fois dont nous avons besoin de traduction, d'interprétation à travers toutes les sessions. Et à l'équipe de FPC qui sont allés au-delà de leur mandat pour ce rassemblement virtuel qui l'ont mené de main de maître. Avant de clore, j'ai mentionné que j'allais parler de sac à dos et j'aimerais que les membres de l'équipe partagent un peu la présentation des sacs à dos. Donc, merci beaucoup à Ashoka Canada, Alliance Magazine. Ils offrent un rabais de 20% sur tout abonnement. Il va y avoir 2 ateliers avec Ashoka Canada qui vont être ouverts à nos membres. Et avec la Fondation Meccano, ils viennent de lancer leurs 12 cours des ateliers qui sont ouverts à nos membres en 2021. Donc, plus de détails vous seront communiqués sur le site web bientôt, prochainement. Mais cette conversation que nous avons eue dans les 3 derniers jours continuera au-delà, jusqu'en 2021 au-delà. Je vous invite à tirer parti de ces possibilités de continuer la conversation. Sur ce, j'aimerais remercier tout le monde qui ont été impliqués. C'est un niveau d'engagement et aussi leur volonté à avoir ces conversations difficiles et de plonger dans ces espaces qui peuvent être parfois malaisants et d'y rester. C'est très inspirant, en fait. Ça ne m'a pas semblé d'une conférence normale, classique. En écoutant les conférenciers, et puis ensuite on passe à autre chose. Il y a eu un niveau d'engagement sans précédent et même par courriel. C'est très inspirant. Donc, merci encore.